petit message de service avant de commencer cet épisode. Pour profiter pleinement de cet épisode, il vous est conseillé de l'écouter au casque et dans de bonnes conditions pour apprécier au mieux l'immersion sonore. Bonne écoute! Tout ça, c'est en calcaire, c'est de la pierre qui se manie assez bien, assez facilement. Donc on a construit ces 15 000 mètres carrés quasiment en moins de 20 ans. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format Hors les murs du podcast Passion médiéviste. Dans ce format, je vous propose de sortir des interviews classiques pour, comme vous l'entendez, aller à l'extérieur, dans des lieux où le Moyen-Âge est encore très présent, pour vous proposer des petites balades que vous pouvez écouter soit chez vous, soit en refaisant le parcours à votre tour. Et aujourd'hui, je vous emmène à Avignon, une ville du sud de la France. Il se trouve que j'y ai fait ma première année d'études, il y a plus de 10 ans maintenant, et j'ai fait mes premières soirées étudiantes exactement là où je me trouve aujourd'hui, devant le monument dont nous allons parler, le Palais des Papes. C'est un monument qui est assez unique au monde, avec une histoire qui est bien sûr particulière et totalement ancrée dans le Moyen-Âge. Il fait plus de 15 000 mètres carrés, il est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est la plus grande forteresse du Moyen-Âge et le plus grand palais gothique d'Europe. Et vous vous en doutez, bien sûr, il y a une histoire de pape là-dedans. Et pour parler de l'histoire du Palais des Papes, je vous propose de retrouver tout de suite l'invité fil rouge de ce podcast. Pour vous raconter l'histoire du Palais des Papes, j'ai le plaisir de recevoir Romane Brochet. Bonjour Romane. Bonjour. Romane, tu es guide conférencière et tu fais partie de l'association Guide Rhône Méditerranée. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant le Palais des Papes. Est-ce que tu peux nous décrire, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qu'on a devant nous ? Oui, bien sûr. Alors, on est place du Palais des Papes, donc cette place qui est assez vaste. Et on a ce monument qui ressort considérablement par rapport aux autres, qui fait quand même 15 000 mètres carrés. Et on le ressent assez bien quand on est en face, puisque c'est vrai que toutes les personnes qui arrivent à Avignon, dès qu'elles sortent des petites rues autour et arrivent devant, c'est vraiment impressionnant. Et on a ce rocher des Dons, donc sur notre gauche, à la gauche du Palais des Papes, qui en fait est le point le plus élevé d'Avignon, et ce palais qui va être presque posé dessus. Donc c'est à la fois un édifice monumental, mais en plus de ça qui a été placé à un endroit surélevé, ce qui fait qu'on a vraiment une sensation de hauteur. Et là, on est devant l'entrée principale, c'est ça ? Exactement, c'est la porte des Champeaux avec les armoiries de Clément VI juste au-dessus, et l'aile des dignitaires, donc qui est assez impressionnante aussi, puisque on sait que cette aile-là, elle a accueilli des grands de personnes de la cour pontificale, et on a à la fois ce côté grande baie vitrée, vitraux et sécurité, défensif aussi. On a déjà ce mélange des deux qui annonce la couleur de cet édifice. Et on va reparler bien sûr de l'histoire du Palais des Papes, de son histoire médiévale. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était déjà l'entrée au Moyen-Âge du château ? Oui, c'était la porte d'entrée. Ça a été par contre la porte d'entrée quand cette aile a été construite. Avant, l'entrée était en fait derrière. Là, on ne peut pas la voir puisque on peut la voir quand on rentre dans le palais, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, puisque ce palais a été construit en 2 temps avec 2 papes bâtisseurs, donc c'est pour ça. Et justement, avant le Palais des Papes, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement ? En fait, le Rocher des Dons et cet endroit, c'est vraiment le cœur d'Avignon. C'est ici où il y a eu les premiers habitants. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques des sépultures pas très loin, dans les rues du quartier de la Balance. On a retrouvé aussi une stèle anthropomorphe. On sait qu'il y avait des personnes qui étaient là pendant la préhistoire. Ça a été aussi une ville romaine. C'est souvent oublié parce que les villes autour, Nîmes, Arles, ont beaucoup plus de traces. Mais ici aussi, ça a été une ville quand même importante. Il ne faut pas oublier qu'on est au confluent du Rhône et de la Durance. C'est une place stratégique vraiment pour le développement d'une population. Et au Moyen-Âge, on avait déjà une ville de taille moyenne avec une économie assez prospère. Et sur cet emplacement actuel du Palais des Papes, un palais épiscopal. Alors ce palais, il n'en reste plus grand-chose. Tout a été rasé pour reconstruire ce Palais des Papes. On a quand même
les traces, on sait qu'il était là grâce aux archives. Parce que vraiment, quand les papes vont arriver à Avignon, on va avoir toutes ces traces écrites qui sont hyper importantes pour nous aujourd'hui. Savoir qui a fait quoi, les artisans, la cour pontificale. Il y a vraiment énormément de détails et de ressources. Donc on a beaucoup d'infos sur ce palais tout de même. Et dans la cour d'honneur du Palais des Papes, il y a quelques traces de la salle d'audience, l'ancienne salle d'audience qui est maintenant une ruine, hein, c'est quelques pierres au sol. Mais on sait qu'elle était là. Donc quand tu dis le palais épiscopal, ça veut dire que c'était l'évêque qui déjà était installé à Avignon. Donc Avignon effectivement était déjà une ville de pouvoir. Complètement, c'était donc la demeure de l'évêque. Ici, le Rocher des Dons, ça représentait vraiment le lieu du pouvoir, de la religion. On a donc la cathédrale, la métropole basilique Notre-Dame des Dons à côté, qui a été construite au XIIe siècle. Donc c'est déjà un lieu qui inspire l'autorité. Et c'est pas anodin que le Palais des Papes, dans cette continuité, s'installe aussi ici. C'est juste un changement d'époque. Bon, alors Romane, il y a cette histoire effectivement de papauté. On ne peut pas passer à côté. Alors, c'est assez compliqué, je le dis tout de suite. Mais est-ce que tu peux déjà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout cette histoire, nous expliquer comment les papes, en tout cas oui, un pape puis des papes, se sont retrouvés à s'installer à Avignon alors qu'ils étaient à Rome avant? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Très bonne question, c'est la question à 1000 points quand on vient à Avignon. Effectivement, on ne peut pas passer à côté. Il faut se remettre dans le contexte historique. Pendant tout le XIIIe siècle, donc le siècle d'avant, on a des papes qui sont en Italie. Alors à Rome, oui, mais pas seulement. Ils vont bouger, ils vont être itinérants. Et ça, c'est hyper important puisque au début, Avignon va s'inclure dans un contexte d'itinérance. Après, ça va changer. Pourquoi ils sont itinérants? Bon, on n'a pas vraiment cette sédentarité à une place précise, même si on est évidemment lié à Rome, mais on va bouger de ville en ville dans des palais. Les rois de France aussi, à l'époque, de toute façon, étaient itinérants. C'était quelque chose d'assez habituel pour les puissants. Oui, complètement. En fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement classique. Donc les papes le font aussi. En plus, on est dans une période en Italie où il y a des tensions extrêmes. Donc il y a des personnes pour le pape, des personnes contre le pape. Donc pour sa sécurité aussi, il n'hésite pas à bouger. On peut le comprendre. Avant ça aussi, on a eu une crise qui a marqué vraiment, notamment avec le roi de France, Philippe le Bel. Il va y avoir le pape Boniface VIII, en fait, avec qui il va y avoir quelques désaccords et ça va aller très loin jusqu'à l'attentat d'Anagni. Donc, on se retrouve un peu dans une situation où on va essayer d'arrondir les angles pour tout le monde. Et puis, le pape qui va lui succéder reste pas longtemps, il meurt vite. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais qui on va mettre au pouvoir pour satisfaire un peu tout le monde et calmer les tensions? Et là, c'est Bertrand de Gaulle qui ressort, qui est donc à Bordeaux. Il est archevêque de Bordeaux. Je pense que même lui, il ne s'attendait pas à devenir pape. C'est un peu la surprise. Et il va, comme ses prédécesseurs, être itinérant. Donc il est élu en 1305 et en 1309, il arrive à Avignon. Donc là, on a bien compris, il bougeait, mais il y a un moment où le pape s'est sédentarisé à Avignon. Et là aussi, il y a eu énormément de tensions. C'est un résultat de crise. Oui, Avignon, en fait, c'est une place stratégique. Pourquoi ? À ce moment-là, on n'est pas en France, Avignon. On va se remettre dans le contexte encore une fois. On est sur le territoire du comte de Provence et roi de Sicile, Robert d'Anjou. Mais la France n'est pas loin, puisque de l'autre côté du Rhône, c'est le royaume de France, qui est relié par quoi? Le célèbre pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézet, celui de la chanson. Voilà. Donc, le pape arrive ici. Il se dit, je ne suis pas très loin du royaume de France. Ça permet de ne pas être sous l'emprise du roi de France, mais à la fois de pas trop loin pour essayer de le garder, pas trop, de le surveiller en quelque sorte. Ici, il est très bien accueilli puisque Robert d'Anjou est un vassal du pape, il n'y a aucun problème. Et de l'autre côté, on a le territoire qui appartient à l'Église depuis 1274, qui est le comtat venessin. Donc en fait, Avignon est une enclave dans ce comtat venessin, ce qui fait que géographiquement, il est plutôt bien entouré ici, le pape.
Alors, il y a aussi le fait, bien sûr, je le disais tout à l'heure, Avignon est au confluent du Rhône de la Durance, donc c'est une ville qui est déjà assez prospère. Il y a déjà des remparts qui datent du XIIe, XIIIe siècle, qui est donc une ville fortifiée. Ça, c'est important aussi. Et puis, on a tous ces éléments-là. On n'est pas si loin non plus de l'Italie, qui font que c'est un bon spot, quoi, clairement. Et au début, donc ce nouveau pape qui va devenir Clément V, Bertrand de Gaulle, Clément V, il s'installe au couvent des Dominicains, dont on n'a plus la trace aujourd'hui à Avignon, mais il n'est pas question de construire un palais, vraiment de se sédentariser, en tout cas pour l'instant. On va dire que Clément V, il va mettre le pied à Avignon. Son successeur, Jean XXII, lui, va centraliser le pouvoir, se sédentariser. Il va avoir un règne long, en plus de ça, 19 ans. Donc il va avoir le temps vraiment de rester à Avignon et puis de réorganiser la chambre apostolique, les affaires administratives en fait de la cour pontificale. Et le troisième pape, Benoît XII, va raser ce palais épiscopal pour en faire le palais des papes. Mais est-ce que c'était courant que le pape veuille se faire construire comme ça un édifice pour lui? Est-ce qu'on a d'autres exemples en Italie ou peut-être dans le reste de l'Europe? Oui, il y a des constructions qui sont faites un peu partout. Là, la différence, c'est que pendant déjà plus de 20 ans, on est à Avignon et il faut quelque chose qui corresponde à la stature du pape aussi dans cette ville. Le palais qui était là, c'est un palais, j'imagine, qui était très bien, mais ça ne correspond pas à l'envergure du métier de pape, si je puis dire, quoi. Donc ici, tu nous l'as dit, la construction commence quand et comment c'est pensé au début? Alors, la construction, elle débute en 1335 avec Benoît XII. Elle va commencer par la tour du pape. Alors la tour du pape, c'est la tour la plus importante d'ici. On ne la voit pas, on la verra quand on va faire le tour du palais des papes. Pourquoi c'est une tour importante? C'est vraiment la tour des appartements privés du pape et puis aussi là où il y a le trésor. Donc le trésor, ça peut être toutes sortes d'objets précieux, mais aussi des livres. On avait 2000 livres ici au palais des papes. Donc c'est vraiment la tour au cœur du palais des papes, un peu comme un donjon finalement dans les châteaux. C'est aussi celle qui est plus épaisse. On a 3 mètres d'épaisseur de mur. Elle est construite telle qu'on la sécurise quand même au maximum. Et en parallèle, on fait construire la chapelle. Alors c'est intéressant puisque là, on voit bien que le palais des papes, c'est à la fois un lieu pour le pape, un lieu de résidence. Il fait construire sa tour avec ses appartements. Mais en parallèle, on fait construire la chapelle, qui est le lieu liturgique, bien sûr. Donc, on a, de la part de Benoît XII, on voit très bien que c'est 2 points importants. Ensuite, on ne sait pas vraiment s'il y avait quelque chose de très calculé au début dans la construction. Ce qu'on sait, c'est qu'il va reprendre quasiment le schéma du palais épiscopal qui était là avant, une sorte de P à l'envers en fait. Il va rebâtir dessus, tout simplement. Il prendra même, on pense, il reprendra des pierres, des fondations, des choses comme ça. Et puis après, ça va s'enchaîner assez vite, puisque de 1335 à 1344, Benoît XII fait construire ce palais que l'on nomme le palais vieux, alors qui va plus vieux que le palais neuf, qu'on va voir, mais c'est pour les différencier. Et le maître d'œuvre sera donc Pierre Poisson. Je te propose qu'on commence à un petit peu circuler. Alors, hop, on prend toutes nos affaires et c'est parti. Donc là, on va longer le palais sur la droite. Si jamais vous voulez refaire cette visite chez vous, je vous le redirai à la fin, mais je vous mettrai sur le site un petit parcours en fait avec une petite carte. Donc là, on efface et on va à droite. Et là, tu me disais, on est en train de longer l'aile des dignitaires, c'est ça ? Exactement. Alors le premier pape bâtisseur, c'est Benoît XII, mais le deuxième qui va lui succéder juste derrière, c'est Clément VI. Et c'est lui qui fait construire cette aile pour fermer en fait le palais. Donc il va prendre une autre forme, en fait, ce palais des papes, et faire cette nouvelle entrée qui est la porte des Champeaux. Donc en fait, quand on passe cette entrée, tout de suite derrière, on a la cour d'honneur que vous avez peut-être vue sur des images du Festival d'Avignon. Et voilà, c'est juste derrière cette aile-là. Et on peut dire que c'est construit en quel style ?
Alors c'est du gothique bien sûr, on le voit très très bien, on a des arcs absolument partout et puis des vitraux bien sûr. Par contre, la petite différence c'est qu'on a 2 styles gothiques un peu différents dans un même palais. Pourquoi ? Benoît XII, qui va faire construire ce palais qui était un ancien moine cistercien, va faire quelque chose de plutôt sobre, qui peut être vu comme un peu plus massif, en tout cas moins décoré, avec moins de sculptures, de choses comme ça. Donc c'est du gothique méridional en fait, du gothique du sud de la France. On s'adapte aussi au climat avec le Mistral, on évite les grands vitraux normalement, c'est très fragile. Mais après, Clément VI, lui qui est vraiment un amoureux des arts, tous les arts, que ce soit la peinture, la musique, l'architecture, va faire venir un autre maître d'œuvre qui s'appelle Jean Delouvre. Lui, il vient avec ce gothique septentrional où il y a plus de décoration, de culots sculptés. Et là, on le voit sur cette aile des dignitaires, il y a quand même autour des fenêtres, des vitraux. À droite, on a ces grands vitraux qui sont en fait les ouvertures dans la salle d'audience au rez-de-chaussée et au premier niveau, la chapelle Clémentine. Donc on est sur un autre style gothique, tout est en gothique, mais il y a des petites différences quand même. Et on commence aussi à avancer. Bon, il y a un élément dont il faut absolument qu'on parle. Pourquoi c'est aussi gigantesque ? On l'a déjà dit, le Palais des Papes a plein de records en termes de taille, mais pourquoi en fait c'était construit aussi grand, aussi monumental ? Le Palais des Papes, c'est le lieu de résidence du pape, mais pas que, en fait. C'est aussi un lieu de démonstration du pouvoir. C'est ici qu'on va faire des grandes cérémonies, alors liturgiques, bien sûr, mais aussi des banquets. On va inviter les princes, les rois à venir. Et c'est là où on expose aussi son pouvoir. Donc, en fait, la pierre, c'est le symbole vraiment de ce pouvoir. Et c'est la traduction de tout ce pouvoir-là. Il faut se remettre dans le contexte que le pape, c'est la personne la plus importante à ce moment-là. C'est la personne divine, quoi, avec son pouvoir temporel qui s'étend par-delà les frontières. Donc c'est vraiment très important en fait que cette pierre montre ça. En plus de ça, ici, c'était facile de construire rapidement. On a des carrières qui étaient vraiment pas loin. Tout ça, c'est en calcaire, c'est de la pierre qui se manie assez bien, assez facilement. Donc on a construit ces 15 000 mètres carrés quasiment en moins de 20 ans. Après, il y a eu quelques réajustements, des choses comme ça. Mais le plus gros là, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 17 ans de construction. C'est hyper rapide. Quand on voit le temps qu'on peut mettre pour une cathédrale dans ces années-là, là on est au XIVe siècle, c'est quand même très très rapide. Tout était propice aussi à construire grand, rapidement. On avait les sous, à la cour pontificale aussi. Donc il n'y a pas eu de choses vraiment qui ont arrêté ou freiné cette construction, à part la peste. Oui, bon, ça a arrêté pas mal de choses. Là, ça fait combien de hauteur là ? On est vraiment au pied et ça nous domine totalement. Ouais, alors la hauteur, selon les tours, en fait, on est entre 45 et 50 mètres. Donc oui, ça fait quand même... On se sent tout petit. Exactement. Là, on est juste au pied en fait, de la salle d'audience et au-dessus de la chapelle Clémentine, donc de Clément VI. Et c'est des salles qui mesurent en plus 50 mètres de long. Donc c'est vraiment des énormes pièces. Au premier étage, chapelle, alors déjà, il faut reconnaître que c'est une prouesse architecturale. On met une chapelle au premier étage de 20 mètres de hauteur, alors qu'elle est déjà au premier étage. Enfin, c'est assez incroyable. Mais même d'en bas, si on lève les yeux, on peut vraiment se rendre compte que c'est des pièces énormes avec les vitraux. On va les longer. Là, c'est des pièces très longues aussi et très larges. On va faire ça. Vous entendez les cloches ? Voilà, on enregistre le matin. C'est pour ça que vous entendez peut-être aussi un petit peu de bruit. Faut se dire qu'on est sur des rues pavées aussi, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit. On va tourner sur la droite et prendre la rue Pérollerie. Donc là, on s'avance dans la rue Pérollerie. Bon, il y a beaucoup de vent, de toute façon, à Avignon, il y a toujours beaucoup de vent. Et là, tu vas nous expliquer, parce qu'en fait, on passe en quelque sorte sous le Palais des Papes. Enfin, pas tout à fait, mais sous une arche. C'est quoi cette arche ?
Alors c'est un arc-boutant qui soutient justement, c'est un contrebutement en fait de cette chapelle de Clément VI. En fait, cette arche, elle a été ajoutée en 1349, puisque voilà, en 1348, on a cette peste qui ravage Avignon comme partout. Donc la construction de la chapelle va mettre 5 ans au lieu de normalement un petit peu moins. Et on avait pour projet de construire une tour en fait, pour faire un contrebutement. Ce projet va être avorté et c'est cet arc en fait qui va remplacer le projet de la tour qui est énorme, quand on le voit là d'en bas, on se rend compte que ça maintient quand même beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la tour derrière Saint-Laurent et à l'intérieur l'escalier d'honneur. Donc en fait, Jean Delouvre, il va un peu jouer à l'équilibriste en quelque sorte et il va essayer de contrôler au maximum ses poussées. Et on a aussi dans l'architecture intérieure qu'on ne peut pas percevoir, beaucoup d'utilisation du fer. Donc des barres de fer, des agraves, des crampons. Et tout ça va aider à maintenir en fait cette énorme aile avec finalement des salles immenses et vastes. Et là, en fait, vraiment, on passe au niveau... En fait, on est dans un espace qui creuse dans la roche. Là, on a la roche naturelle de part et d'autre de la rue. Ouais, c'est vraiment peut-être la plus jolie, rue d'Avignon, en tout cas la plus pittoresque. On a vraiment, pendant les travaux, en fait, on a creusé cette roche et puis cette rue, on l'a fait naître, en fait, en quelque sorte. Et on est vraiment entouré de roches, effectivement. Ça montre vraiment... À ce niveau-là, on peut se rendre compte qu'on a vraiment un palais qui est posé sur ce rocher des Dons. Et c'est là où on s'en rend vraiment compte. Parce que finalement, quand on est face, on ne le voit pas. Mais là, sur le côté, on se rend compte que oui, c'est vraiment posé. Et l'arc-boutant, il repose de l'autre côté aussi de la roche. Donc finalement, la pierre taillée par l'humain et la pierre naturelle sont liées ici, dans cet espace. Et là, on peut vraiment se dire que c'est la même rue quasiment qu'au Moyen-Âge. Est-ce que... On peut se dire que là, les gens au Moyen-Âge avaient la même vue qu'on a aujourd'hui ? Alors oui, à Avignon, il y a beaucoup de rues d'ailleurs qui datent du Moyen-Âge. Les noms aussi des rues. Là, on est dans la rue Pérollerie. En fait, c'est là où on vendait les chaudrons. Donc, c'est beaucoup des noms de rues qui viennent des différents métiers, des corporations de métiers. Et puis, c'est des rues souvent étroites, pas forcément droites, donc typiques du Moyen-Âge. Et comme tu disais tout à l'heure, avec les pavés, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle la calade. Et c'est des galets qu'on a ramassés dans le Rhône et la Durance pour paver les rues, en fait. Donc, c'est typique aussi Moyen-Âge. On continue donc à longer jusqu'à... Voilà, on sort un peu de l'arche qui nous dominait totalement et on continue de longer le palais des papes. Et tiens, revenons à l'histoire des papes. Parce que tout à l'heure, on est resté sur, les papes venaient de temps en temps à Avignon. Mais en fait, il y a eu un schisme, là, vraiment en mode méga crise. Exactement. C'est pour les 2 derniers papes en fait, d'Avignon qu'il y a eu ce schisme. En fait, il faut savoir qu'on a eu 9 papes à Avignon, 7 papes officiels et les 2 derniers qui font partie de cette période sous tension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est très simple. Il va y avoir le retour du pape à Rome, puisque la situation en Italie s'est calmée. Donc, les Romains attendent le retour du pape. Quand ce pape-là va revenir à Rome, finalement, il va mourir assez rapidement, manque de bol, et donc on va réélire un nouveau pape, donc le conclave comme d'habitude. Sauf que là, on n'est pas d'accord. Il faut savoir que du coup, comme on a eu des papes français, on a mis en place des cardinaux français, donc ils sont plutôt tentés pour rester à Avignon, pour élire des papes français, alors que les Italiens et les Romains, pas du tout. Donc on va un peu élire chacun dans son coin un nouveau pape, et on va se retrouver avec 2 papes. Alors, le dernier des papes ici à Avignon, Benoît XIII, lui, il va se faire assiéger en fait pour destituer en fait son rôle de pape. Les Français et les Avignonnais, en fait, toutes les personnes qui le soutenaient avant vont un peu se retourner contre lui. Il va y avoir 2 sièges. Un qui va de 1398 à 1403 et le deuxième 1410-1411.
Et il va se retrouver piégé dans son propre palais finalement, puisque vraiment les assaillants vont être tout autour du palais des papes et très très proches, tellement proches qu'on pouvait s'insulter. Oui, on va venir te mettre la corde au cou et t'emmener à Paris. Enfin voilà, c'était vraiment voisins. Ce qui fait qu'il y a eu quand même des destructions aussi pendant les sièges, mais pas seulement. Il y a eu plein de remaniements évidemment autour de ce palais. Tout à l'heure, on était sur cette grande place. C'est Benoît XIII qui, après le premier siège, va décider de faire raser les maisons autour du palais pour avoir une meilleure visibilité parce qu'il sentait le deuxième siège arriver quelques années après. Évidemment, il y a du changement. Et on a derrière nous l'hôtel de la Mirande qui date de bien après. Donc, on a réutilisé des pierres pour en faire d'autres choses, ça c'est clair et net. Pour en revenir au schisme, finalement, voilà, après ce deuxième siège, Benoît XIII va retourner dans son château à Péniscola. Et puis, ça va s'arrêter. On va dire, maintenant ça suffit, on va élire un pape. Ce sera Alexandre V. On va destituer tous les autres. Et puis, on va repartir sur de bonnes base parce que vraiment ça a divisé totalement l'église. Faut imaginer que c'était chaotique, les rois qui se baladaient un peu, moi je vais suivre celui-ci, moi celui-ci, enfin ça donne quand même une image assez éparpillée de l'église et pas très forte en plus de ça. Et ce palais, après il va rester entre les mains de l'église. Mais il n'y aura plus de pape dans ce palais des papes. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, et parce qu'on a un peu l'impression que quand les papes sont venus à Avignon, il y avait déjà le schisme. En fait, non, le schisme est arrivé un peu plus tard, et ils étaient là, mais fait de façon temporaire. C'est important, je pense, de bien préciser ça, que les papes ont été pendant un moment à Avignon de façon tranquille, quoi. Romane, je te propose qu'on aille rejoindre un autre invité. Et oui, il y a 2 invités dans ce podcast, vous ne le saviez pas, mais voilà. Nous allons parler des tours du pape et de la garde-robe avec un autre invité. Je vous présente David Biscara. Bonjour David. Bonjour. David, donc tu es archéologue spécialisé en urbanisme, topographie et archéomatique. Tu as dirigé le suivi de chantiers de restauration de ces tours, donc de la tour du pape et de la garde-robe. Tu as travaillé cette restauration, donc c'était entre 2017 et 2019. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de restauration ? Tout d'abord, je tenais à préciser que c'était un suivi de chantier de restauration archéologique qui a été mené en équipe avec mes collègues du service d'archéologie du département de Vaucluse, Jérémy Taulier et Jean-Marc Mignon, et aussi avec notre collègue Agnès Verbruge, que nous avons pu mener à bien cette étude qui est assez pluridisciplinaire en mettant archéologie et archives. Alors raconte-nous David, comment a été construite cette tour et est-ce qu'elle a des spécificités par rapport au reste du palais ? Ce sont 2 tours distinctes, issues de 2 programmes architecturaux et 2 programmes de construction différents. La première, la tour du pape, a été construite très rapidement, en à peine 2 ans, entre 1335 et 1337. Et certains chercheurs disaient qu'elle avait été construite un peu tout au sud du palais, isolée. Et c'est ce qu'on pourrait croire quand on le regarde, parce qu'avec ce côté assez massif, très carré, avec ses contreforts sur les angles, au milieu des façades, ces arcs en mâchicoulis et les 2 niveaux de chemin de ronde qu'on peut voir au sommet de la tour, on pourrait dire très clairement que ça a des vocations défensives, mais en fait pas du tout, parce que si c'était vraiment un élément défensif, il y aurait des herses ou des éléments qui permettraient d'isoler la tour du reste du palais et dans ce cas-là du corps de bâtiment juste au nord, mais en fait en aucun cas les 2 fonctionnent en même temps. En fait, au vu des dernières études qu'on a menées, notamment sur le suivi du chantier archéologique, on pense plutôt en fait que c'est un élément à part entière qui est intégré dans la construction d'un ensemble palatial de celui de Benoît XII. De ce fait, en fait, cette tour est vraiment à prendre dans l'ensemble du palais de Benoît XII et notamment dans les bâtiments accolés. Donc à ce jour, en fait, on pense plutôt que la tour de Jean XXII, en plus d'avoir ce côté d'appartement du pape, est aussi un symbole de pouvoir. Car quand vous retournez à Avignon au XIVe siècle, cette tour domine toute la ville d'Avignon en fait. Ainsi que dominer le Rhône et la ville qui est à l'opposé du Rhône, Villeneuve-les-Avignon, qui est terre du Royaume de France. Et c'est aussi une manière de se démarquer du Royaume de France en disant qu'ici c'est un pouvoir clérical, religieux, à l'opposé du pouvoir laïque qui est en France, même si les relations entre les 2 États sont plutôt bonnes.
Cette tour du pape, en fait, est affiliée au style roman, mais un style roman méridional qui est assez sobre, mais qui, à certains endroits, mixte un peu certains éléments de l'architecture gothique, avec certaines fenêtres à croisées, plus rectangulaires. Car le palais de Benoît XII est un peu en retard par rapport au nord de la France sur ce type de construction, où le gothique est déjà un peu plus répandu. Et est-ce que tu peux nous décrire, là on la voit ici, la tour de la garde-robe qui est un peu plus petite que la tour du pape? Alors, il faut savoir que pour la tour de la garde-robe, elle n'a pas été faite par Benoît XII, mais a été faite par Clément VI, son successeur, de 1342 à 1344. L'implantation de cette tour n'est pas, entre guillemets, aussi facile que les autres, parce qu'elle s'intègre du coup dans le palais de Benoît XII. Ce qui est assez intéressant pour les constructeurs parce qu'il y a d'un premier plan une économie de matériaux car elle se base sur l'enceinte de Benoît XII au sud. À l'ouest, l'aile occidentale, en partie des appartements privés, toujours son enceinte. Et au nord, la tour du pape de Benoît XII. Cette tour a les mêmes caractéristiques de construction au niveau de la maçonnerie. Par contre, sur le plan architectural, Clément VI s'aligne sur les codes majoritaires qu'on peut avoir au XIVe siècle, c'est-à-dire le gothique, où là on a quelque chose de beaucoup plus classique avec son architecte Jean Delouvre qui a travaillé dans les chantiers du nord de la France et qui les met en place ici. Les éléments du style roman que nous allons voir sur Benoît XII disparaissent complètement. Et là, toutes les ouvertures que vous allez pouvoir avoir à croiser, des ouvertures assez rectangulaires, s'intègrent complètement dans ce style architectural. C'est fou parce que tu dis qu'elles sont différentes, mais quand on les voit comme ça, en fait même on dirait que ça fait partie de la même entité, qu'elles ont été construites en même temps quand on les voit comme ça. C'est ce qu'on pourrait croire. La restauration en plus qui s'est terminée en 2019 fait qu'on croirait que les deux tours sont complètement neufs. Très jolies, magnifiques, avec un bel enduit de chaux qui vient terminer pour protéger ces deux tours. Mais en fait pas du tout, ce sont bien deux époques distinctes, à environ 6 ans d'écart. Et qu'est-ce que contenaient ces tours? Bon, on a peut-être un peu déjà des indices par rapport au nom, mais est-ce qu'il y avait vraiment la garde-robe du pape dans la tour de la garde-robe? Alors en partie oui. Alors tout d'abord on va commencer par le bas de la tour du pape où comme tout palais, comme tout lieu, il faut bien stocker des marchandises, des matériaux ou autres. Et il y avait en effet une cave. Quand vous augmentez d'un niveau, vous allez arriver à ce qu'on appelle le trésor bas, qui est en lien au nord avec l'aile occidentale des appartements privés, la trésorerie, qui était aussi la trésorerie de Jean XXII. Et dans ce trésor bas, les archéologues dans les années 80 avec Sylvain Gagnère ont réussi à trouver lors des fouilles des coffres qui sont encore visibles aujourd'hui lors de la visite, avec dans mes souvenirs des baies vitrées. Et certains touristes pensent que ce sont des endroits pour laisser des pièces de leur pays ou des billets. Vous pourrez remarquer ça. Quand vous augmentez encore d'un niveau, il y a ce qu'on appelle la chambre antique du camérier. Alors, un camérier, c'est pour nous ce qui se rapproche le plus d'un Premier ministre, quelqu'un qui gère les affaires d'État, en dessous le pape. Et cela se voit énormément au niveau de la hiérarchie du pouvoir, parce que le camérier habite dans sa chambre, et au-dessus de lui, il y a tout un niveau réservé aux activités du pape. C'est ce qui correspond à la chambre du pape, et qui au nord correspond à ce qu'on appelle à la chambre de parement, dans l'aile orientale des appartements privés. Dans cette chambre de parement, le pape recevait de manière officielle et publique certains invités. Et le pape aussi n'avait pas forcément envie d'aller plus au nord manger dans le Grand Tinel, qui était la grande salle de réception. Mais depuis la chambre du pape, en passant par l'aile orientale des appartements privés, on peut accéder à l'aile occidentale, qui aujourd'hui est complètement détruite. Vous ne verrez plus rien. Mais on pense qu'au dernier niveau, qui correspond au niveau de la chambre du pape, il y avait sa cuisine secrète et son petit tinel, donc une sorte de petite salle à manger privée. Par la suite, la garde-robe de Clément VI, c'est une prolongation en fait des appartements du pape. Et en fait, là, il va se faire construire une tour, car il trouve peut-être que la tour du pape et même la petite tour de l'étude est peut-être trop petite ou lui convient pas assez. Et dans cette tour, en fait, il va avoir différents éléments. Au niveau de la chambre du pape, vous aurez la chambre du cerf, qu'on appelle aujourd'hui chambre du cerf parce que vous verrez qu'il y a de magnifiques enduits peints
Benoît XII avait déjà une étude dans la tour de l'étude, mais sans doute un peu trop petite à ses goûts. Quand vous redescendez, et redescendre par un escalier à vis, un escalier qui a priori était réservé au pape. En descendant de l'escalier, d'un niveau, nous arrivons à la garde-robe du pape. Il en avait déjà une dans la tour de l'étude, mais là pareil, il décide d'en construire une un peu plus grande. Et vous continuez à descendre encore d'un niveau. C'est là où vous voyez vraiment que cette tour est réservée pour le pape. Vous arrivez sur les étuves, la salle de bain du pape. Et qu'est-ce que la campagne de restauration a permis de comprendre sur ces tours ? Notre opération nous a permis de mieux connaître en fait l'état médiéval XIVe siècle du Châtelet en appréhendant la toiture, sa pente par rapport à différentes traces, mais surtout l'incendie de cette toiture, d'après les textes au début du XVIe siècle, puisque nous avons retrouvé des traces d'incendie sur le haut des maçonneries. Sachant que la partie supérieure des maçonneries a été laissée à l'air libre jusqu'à une construction d'une autre toiture à 2 pans par les militaires au XIXe siècle. Et là, on a trouvé aussi des traces de végétation un peu cristallisées dans la pierre, sous la toiture militaire. Ensuite, je vais vous parler de l'aile occidentale des appartements privés. Alors aujourd'hui, dans la visite du Palais des Papes, cet édifice, vous pourrez toujours le chercher, vous ne le trouverez pas. Il n'existe plus depuis le début du 19e siècle car les militaires, lorsqu'ils transforment ce château en caserne, ont besoin d'une cour d'entraînement. Ils ont besoin de faire de la place. Et en faisant de la place, ils détruisent des bâtiments qui sont un peu vétustes, dont l'aile occidentale des appartements privés. Si vous voulez la voir, il faut regarder la façade ouest de la tour du pape, car en échangeant avec l'architecte en chef des monuments historiques, nous avons essayé de garder ces traces de ce bâtiment qui était accolé contre la tour. Et c'est grâce à ces traces que nous avons pu voir qu'il y avait 3 états. Nous ne connaissons en fait pas forcément la fonction des différents niveaux. La seule chose dont on est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le premier état entre 37 et 39. Le dernier étage en lien avec la chambre du pape, il y avait sa cuisine secrète et le petit Tinel, donc sa salle à manger privée. Mais la fonction des autres espaces, on ne le sait pas. On sait juste qu'il y a eu un incendie en 1339, que ça a été reconstruit. 3 ans plus tard, en 1342, ça a été transformé, les niveaux ont été transformés en pierre avec des arcs, enfin des voûtes. Mais après, la fonction précise, on ne le sait pas. Mais c'est déjà très intéressant au vu de ce qui reste. Ensuite, un dernier élément très important de cette étude, vu que nous avons pu passer du temps dans les étuves, tout en bas de la tour de la garde-robe. Il était connu que le pape avait une baignoire pour faire ses ablutions. Là, nos travaux nous ont permis de nous rendre compte que cette salle qui est divisée en 3 pièces, une au nord pour le stockage du bois et aussi comme vestiaire, une à l'ouest qui était plutôt liée au tout le système de chauffe, et à l'est qui était la salle en elle-même des étuves, enfin la salle de bain. On a pu mettre en évidence que le foyer qui permettait dans un premier temps de faire chauffer l'eau était dans le mur entre la salle ouest et est. Et qu'avant d'avoir une baignoire, a priori, c'était un système comme pour les thermes antiques, à la romaine, sur Hippocos, mais cela n'a duré qu'un temps. Parce que dans les conduits d'évacuation des fumées, on a trouvé même peu de suie, peu de dépôts, et cela semble avoir fonctionné très peu de temps. Car oui, dans les textes et au vu des éléments archéologiques, ce système sur Hippocos fonctionne très peu de temps, soit pour des problèmes d'entretien, et en fait ce système est détruit pour être remplacé par une baignoire, où le pape venait faire ses ablutions. Et pour s'alimenter en eau chaude ou en eau froide, on a pu mettre en évidence une canalisation qui est rentrée par le sud, avec possiblement, on peut imaginer, robinet eau chaude, eau froide. Mais cette eau en fait venait de l'extérieur, du jardin de Benoît XII. Il y avait possiblement une sorte de réserve, citerne, en hauteur, qui alimentait les étuves, ce système de robinet, par une canalisation qui a été construite dans l'enceinte de Benoît XII, et on a vu la trace. Bon, et finalement, David, pour finir ce point un petit peu archéologique, qu'est-ce qui reste de médiéval dans ce palais ? Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression que, ok, c'est tout à fait médiéval, mais en fait, de ce que tu nous dis, on ne se rend pas compte, mais il y a un millefeuille historique incroyable là-dedans. La majeure partie des éléments restants en élévation sont médiévaux. Les grosses perturbations qu'il y a pu avoir sont au niveau des fenêtres. Les fenêtres ont été modifiées, détruites, soit bouchées.
Et ça a été le travail des architectes en chef des monuments historiques dès la fin du 19e siècle avec Henri Révoil, Henri Naudet, père et fils, puis Jean Saunier, et actuellement Didier Replin pour cette partie-là du palais, de restaurer cet état primitif du XIVe siècle en restituant un état médiéval au B, sachant que les architectes peuvent s'appuyer sur nos travaux, sur nos dessins, pour restituer ces baies. Et David, pour finir, j'ai une petite question. C'est quoi ton élément préféré du palais ? Je dirais pas forcément un élément préféré, mais plutôt des moments. On a pu avoir accès aux parties non visitables du palais, que ce soit le trésor haut ou même les étuves de la tour de la garde-robe. Pour des questions de sécurité, on ne peut pas faire passer le public. Et c'est tous ces moments qu'on a passés à se balader dans ces escaliers, dans les maçonneries, dans des pièces où on était seul à travailler, à contempler notamment le trésor haut et le châtelet de la tour du pape. Un moment assez intime, je dirais. Oui, je peux comprendre. Merci beaucoup David Biscara. Si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr des lectures pour aller plus loin. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça. Et bien David, bonne continuation et j'espère peut-être à bientôt dans Passion médiéviste. Merci à vous et à très bientôt. Après avoir parlé de la tour du pape et de la garde-robe, je vous propose qu'on retrouve Romane. Là, avec Romane, nous allons entrer dans le verger urbain. Il est ouvert, donc on rentre et vous pouvez aussi de toute façon y rentrer. Donc il y a vraiment un petit jardin avec des fontaines, très bien pour les enfants. Nous, on va aller se mettre juste en face pour bien voir le palais. Romane, tu voulais me parler, alors parce qu'effectivement, on ne peut pas raconter toute l'histoire, tous les éléments. En plus, voilà, il y a plein de choses où effectivement, c'est quand on est dans le palais qu'on peut mieux les voir. Mais tu voulais me parler de la ménagerie du palais des papes. Oui, en fait, ici, on est dans le verger urbain 5. Et c'est vrai que, aujourd'hui, ça se voit plus trop, mais il ne faut pas oublier qu'autour du palais, il y avait donc des jardins, plusieurs jardins, c'est-à-dire le jardin potager, le verger, le jardin du pape, donc privé, qui était au pied de la tour des papes. Et puis, il y avait aussi la ménagerie. Et à cette période du Moyen-Âge, c'est assez important, en fait, dans les cours, que ce soit princières ou pontificales, d'avoir ces ménageries. C'est aussi un moyen de démontrer qu'on a du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animaux ? On peut avoir des paons, c'est l'oiseau vraiment par excellence, des ours, des lions, on a vraiment des animaux exotiques qu'on peut exposer à la guise de ses invités. Et c'est Urbain V qui va beaucoup le développer ici au Palais des Papes. On a parlé des 2 papes bâtisseurs, ceux d'après vont quand même faire des petites choses. Il va vraiment créer la Roma, qui est un espace de détente, un espace de vie dans les jardins. On va associer vraiment la détente, la nature avec l'art de vivre. Il va y avoir toute cette nouvelle notion en fait qui va arriver, qui met le corps en lien avec la nature, la relaxation. Là, on est toujours dans le verger et on voit à notre droite la tour en fait vraiment qui fait le coin. Tu me dis c'est la tour des cuisines, celle-là ? Alors, tu as la tour Trouillas, mais juste avant, la tour qui est vraiment élancée en forme de... Comment on appelle ? Cône. Oui, c'est ça, de cône. Exactement, c'est la tour des cuisines, puisque c'est là où on cuisait les choses. Donc, on a exprès cette forme pour pouvoir évacuer la fumée. Donc, on la reconnaît bien. Et donc, oui, les cuisines, c'est important au palais puisqu'on reçoit des banquets de façon mensuelle. C'est des choses qui sont régulières, avec un protocole hyper important évidemment. C'est pas n'importe qui qui est invité au banquet du pape. D'ailleurs, c'est des hommes, des rois, des princes, des personnes avec des hauts statuts. Évidemment, on est placé selon son statut. Plus on a un statut élevé, plus on va être proche du pape. Sinon, on va être de plus en plus près des cuisines, justement. Puisqu'en fait, ce qu'on a à côté de la tour des cuisines, tout le long, là, ça va être ce qu'on appelle le grand tinel, donc la salle de réception. On va reprendre notre marche pour continuer de faire le tour et on va sortir doucement du verger.
On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. J'avais très peur qu'il pleuve cette semaine, là il fait très beau. On n'a même pas beaucoup de vent, on est plutôt chanceuse. Oui, c'est vrai. Bon, il fait toujours beau à Avignon. Là on passe sous... on est quoi? Oui, on est dans un passage. Donc on continue de longer l'arrière du palais. Et puis on va remonter en fait par le rocher des Dons, par l'escalier Sainte-Anne. Donc là on est encore à l'arrière du palais. On arrive à une autre tour. On est juste en bas. Et en face, en fait, on a un cinéma d'art et essai, donc il n'a rien à voir avec le Palais des Papes. L'Utopia qu'on vous conseille si vous passez à Avignon, un très joli cinéma. Et là on est vraiment à l'extrémité du palais, on va vers la promenade des papes. Donc là il y a un petit tour à faire parce qu'effectivement on ne peut pas totalement longer le palais parce qu'il y a des petites maisons qui sont collées. Donc on passe dans une petite rue qui est derrière. Bon alors là, vous allez voir, on va pas pouvoir beaucoup parler parce qu'on va monter un énorme escalier, l'escalier Sainte-Anne. Oui, exactement. Et puis les marches sont un peu aléatoires sur leur grandeur, donc on va s'y mettre. Allez. Il est vraiment long cet escalier. Alors oui, il y a une belle vue. Vous allez mériter si vous montez l'escalier. Alors là, on vient de monter l'escalier Sainte-Anne. Il y a combien de marches à cet escalier déjà, tu sais ou pas? Je sais pas, non, exactement, et j'avoue que je les compte pas quand je monte. Mais c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que les marches sont pas forcément à la même taille. C'est ça qui tue. Ça nous a mené vers un endroit très joli. Où est-ce qu'on se trouve là? On est au jardin du Rocher des Dons. Donc le Rocher des Dons dont on parlait au début, un peu les origines d'Avignon. Là, on y est. Alors aujourd'hui, c'est un jardin qui a été refait au 19e dans l'esprit des jardins où on aménage des fausses grottes, un peu influence anglaise avec des statues, des sculptures. Donc ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Mais on a quand même une vue, que ce soit sur Avignon, de l'autre côté sur le Mont Ventoux, le Rhône, l'île de la Barthelasse, et puis aussi Villeneuve-les-Avignon, qui était la ville face à Avignon, là où il y avait le royaume de France. Donc on peut voir un peu les deux rivalités qui se font face. Voilà. On a aussi donc la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, qui est une métropole basilique. On dit cathédrale, mais c'est une métropole basilique. Et donc celle-ci, elle a été construite au XIIe, parfois détruite, reconstruite à certains endroits. Mais à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà les portraits des papes d'Avignon dans le chœur. Donc ça peut être intéressant d'aller leur faire coucou. Et surtout, deux tombeaux. Celui de Benoît XII, donc le premier bâtisseur du Palais des Papes, et celui de Jean XXII, le deuxième pape d'Avignon, juste avant Benoît XII. On va marcher dans le jardin pour retourner en fait devant l'entrée du Palais des Papes où nous étions au début. Et prendre un peu le temps aussi pour discuter de la vie dans le Palais des Papes. J'ai une question déjà un peu toute bête. Est-ce qu'il y avait des femmes dans le Palais des Papes? On va dire qu'en grande majorité, non, puisque même pour les banquets, etc., c'était des hommes. Et puis, dans le personnel, on sait qu'on avait une lavandière, mais qui ne rentrait pas dans le palais, qui déposait le linge devant la porte des champeaux, qui récupérait et donc qui faisait comme ça son travail. Mais à certains moments, il y a eu quand même des femmes. Après, ça dépend un peu des papes. Sous Clément VI, on sait qu'il y a eu ses nièces qui étaient logées dans l'aile des familiers, là où il y avait les proches du pape. Donc elles ont logé un peu aussi ici. Il y a la reine Jeanne, quand elle a vendu la ville d'Avignon à Clément VI, elle est venue dans le palais, donc il l'a reçue. Et puis il y a eu aussi Catherine de Sienne,
qui est venue au palais. Alors Catherine de Sienne, elle a vraiment œuvré pour le retour des papes à Rome. Et donc elle est venue voir Grégoire XI, donc le dernier pape vraiment avant cette période de schisme à Avignon. Elle a eu des longues lettres, vraiment une vraie correspondance avec ce pape-là, ils échangeaient beaucoup. Et c'est elle qui est venue, il l'a reçue pour parler du retour à Rome. Et donc c'est lui qui va revenir et finalement mourir très peu de temps après. C'est dommage. Donc voilà, parfois il y a eu quand même des femmes qui sont venues, mais c'était assez ponctuel. Il n'y avait pas vraiment de femmes qui restaient ici. Bon, c'était pas interdit, mais selon les papes, il y en avait qui vraiment refusaient et d'autres qui étaient plus relâches, quoi. Et on avait combien de personnes environ qui vivaient dans le palais ? Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de nombre précis. Pourquoi ? On sait que la cour pontificale, c'est à peu près, selon les papes, entre 450 et 650 personnes, selon les papes. Donc ça peut varier déjà à ce niveau-là. Mais la cour pontificale, ils ne vivent pas tous dans le palais. Ils viennent dans le palais, évidemment il y a les messes, les cérémonies, les réceptions, mais on a aussi tous ces palais autour qui se construisent autour du palais des papes. Alors ça c'est hyper important parce que quand le pape arrive à Avignon, on n'en a pas trop parlé, mais il faut vraiment imaginer que le pape il ne vient pas tout seul. Donc il y a à peu près 500 personnes avec lui, dans une ville de taille moyenne, qui, à la base, n'est pas du tout prévue pour accueillir autant de monde d'un coup. Donc il va falloir qu'on construise des endroits où loger tout ce monde-là. Et on va construire les livrets cardinalis, donc les palais des cardinaux. Donc ces palais, ils sont quand même assez importants. Aujourd'hui, on a toujours la trace, notamment le Petit Palais, sur la place du Palais des Papes. C'était une livrée cardinalis. La mairie, l'hôtel de ville à Avignon, la tour qui dépasse, tour de l'horloge, c'était une partie, pareil, d'une livrée. La bibliothèque municipale Cecano aussi. Et quand on fait face à ces bâtiments, on voit que c'est quand même assez conséquent. Un cardinal, il a à peu près 50 familiers avec lui dans son palais. Donc voilà, la cour, elle est constituée d'à peu près 500 personnes, mais ils ne vivent pas tous ici. Il y a un peu des allées et venues en fait. Là, on va arriver à côté de Notre-Dame-des-Dons. Il y a un peu plus de monde, forcément. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en arrivant à Avignon, mais pourquoi Notre-Dame-des-Dons, elle n'est pas très grande par rapport au palais, pourquoi ils n'ont pas construit plus grand, c'était la ville des papes, elle a été construite avant, on ne savait pas que les papes allaient arriver, là on est au 12e, début de construction, tout ça, le palais des papes 14e, entre donc 1335 et 1352, on n'avait aucune idée que les papes allaient venir ici séjourner. Mais ils auraient pu faire comme avec le palais, genre la raser, en refaire une autre plus belle. Mais en fait, à l'intérieur du palais, on a construit la première chapelle Benoît XII et ensuite la chapelle Clément VI. Et la chapelle Clément VI, elle est beaucoup plus grande que Notre-Dame-des-Dons. Donc on recevait directement les grandes cérémonies dans cette chapelle-là. Après, bien sûr, ça n'a pas vraiment la même fonction. Une chapelle, c'est privé, c'est un espace privé. Là, c'est un espace public et ouvert, donc ça n'a pas les mêmes fonctions. Mais c'était pas nécessaire puisqu'on avait quelque chose de beaucoup plus grand en fait dans le palais, quoi. On va descendre par la rampe un peu. Et d'ailleurs là on passe, alors ça peut surprendre, mais en fait finalement c'est en continuité avec l'histoire médiévale. On passe devant les archives départementales. Alors moi il se trouve que j'en ai parlé un tout petit peu au début, j'avais fait mes études à Avignon, et bien j'ai eu la chance quand j'étais en première année de faire on a une sorte de petite journée, on avait une petite semaine en fait aux archives départementales. Donc j'ai pu rentrer, c'est très beau. Ouais. Si vous avez l'occasion de visiter les auditeurs et auditrices, vraiment n'hésitez pas. Là vous voyez il y a une petite porte toute simple, il y a écrit archives départementales et oui en fait les archives départementales du Vaucluse sont dans le palais des papes. Et oui, et en plus elles vont déménager prochainement. Alors je ne sais pas la date exacte et ouais, elles vont déménager pour des soucis de conservation parce que c'est vrai que c'est très beau, mais pour bien conserver les documents c'est un peu plus laborieux, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette. C'est dans l'ancienne chapelle Benoît XII en fait qu'il y a toutes des archives, ça fait comme une géante bibliothèque, c'est vraiment très joli. Et oui, finalement, c'est un peu en continuité, ouais, comme tu disais. En fait, dans le Palais des Papes, il y a le côté monument maintenant qui se visite, il y a les archives et il y a le Palais des Congrès aussi. Donc, il y a des salles de réunion, des choses comme ça. Voilà, si vous avez une petite réunion à faire, éventuellement, vous pouvez louer ouais, bien sûr, on l'a déjà mentionné, mais il y a le fameux Festival d'Avignon qui a normalement
je dis bien normalement, lieu tous les étés, qui est un festival de théâtre avec ces fameux spectacles dans la cour d'honneur, vraiment des grands spectacles. Et c'est vraiment un haut lieu de théâtre. Mais bon, là, on est au XXe siècle. Nous, on reste au Moyen-Âge encore un petit peu. C'est ça. Au Moyen-Âge, il y avait quelques scénettes religieuses sur les parvis, devant les parvis d'église, mais on n'est pas encore en festival, quoi. On redescend en fait la rampe pour retourner là où nous étions au tout début, devant le Palais des Papes. Et avant de se quitter, Romane, évoquons un peu la fin de la papauté à Avignon. On en a un petit peu parlé, mais donc quand les papes partent, qu'est-ce qu'il advient du palais ? Alors, comme le palais est devenu, comme la ville d'Avignon, une possession de l'Église, on va mettre des légats, ensuite des vice-légats pendant les temps modernes, donc de moins en moins de personnes vraiment importantes. Et puis, la Révolution, ça va être récupéré. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'aspect défensif de ce palais, et à la Révolution, on va vouloir le détruire. Il est tellement massif qu'en fait, on abandonne l'idée. On va faire autre chose. On a dit non, mais en fait, ça va être trop d'énergie d'essayer de détruire ce truc. Donc on va le transformer en une caserne militaire. Et ça va être pendant tout le 19e siècle jusqu'au début 20e. Et après, il va devenir monument, il va être restauré, protégé. Et maintenant, on peut le visiter, quoi. Bon je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Alors bien sûr, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas rentrer dans le Palais des Papes, mais je concevais vraiment cette visite comme quelque chose que vous pouvez écouter à tout moment et refaire à tout moment si vous avez envie. Romane, donc tu es guide, on l'a dit au tout début. Ouais. Si on veut retrouver tes visites, si on veut te contacter, si on veut faire une visite dans Avignon ou dans les environs, comment on peut faire pour te contacter ? Alors, je fais partie de l'association Guide Rhône Méditerranée, qui est pour l'instant sur les réseaux. Pas encore site internet, parce que c'est tout récent, donc Facebook, Instagram, Twitter, mais on a aussi une adresse mail, guide au pluriel, .rhôneméditerranée@gmail.com. Et puis il y a aussi mon mail personnel, romane.bréchet@yahoo.com. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres mails. Et voilà, donc ça peut être effectivement, comme tu le disais, des visites autres qu'à Avignon, en région. Ouais, voilà, il y a le Pont du Gard, Châteauneuf-du-Pape avec les dégustations, il y a Arles aussi, Orange, Nîmes. On est plusieurs guides à avoir des compétences et des lieux de prédilection un peu différents. Donc c'est très complémentaire. Et puis il y avoir aussi des demandes spécifiques, parfois, je sais pas, les Baux de Provence. Enfin, voilà, ça peut être très très large. Et puis on a parfois aussi des demandes pour des langues particulières, même si là on fait le podcast en français, parfois les gens peuvent avoir envie pour X raisons d'une langue. Donc on a plein de langues étrangères différentes. Et je pratique la langue des signes aussi, si vous connaissez des gens qui ça peut intéresser. Voilà. C'est bon à savoir. On se quitte face au Palais des Papes, il fait beau. Les auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais si vous voulez en savoir plus, sur le site passionmédiéviste.fr, je mettrai un article en lien avec la visite, où du coup je vous mettrai le petit parcours de la carte, je vous mettrai des photos de tout ce dont on a parlé, des petits éléments de plus, même je vous mettrai, je pense, une petite bibliographie si vous voulez en savoir plus sur le Palais des Papes et sur son histoire, et sur cette papauté qui ça a été bien compliqué. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes sur le format hors les murs que je fais, où je vous fais explorer par les oreilles des lieux en lien avec le Moyen-Âge, retrouvez, j'ai fait notamment une visite au lac de Paladru, qui est assez connu aussi pour le Moyen-Âge. Sur un format assez semblable, aujourd'hui, j'ai fait aussi une visite de Dijon, là vraiment le Dijon médiéval. Et voilà, si vous avez envie que je fasse des visites dans un lieu spécifique en France, parce que pour l'instant je ne fais qu'en France bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et me dire on aimerait bien que tu nous proposes un épisode sur tel ou tel lieu. Vraiment, je suis preneuse, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions et n'hésitez pas aussi à l'écouter tous les autres épisodes de Passion Médiéviste. Je commence à en avoir pas mal. Là pareil, vous pouvez les retrouver sur le site passionmédiéviste.fr ou même sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode des Passions médiévistes. Salut!